Ça avance, Babette? Ça avance. C'est pas un panier simple à... Ouais. Donc tu sais ce que je t'ai dit, hein. Maintenant, faut en faire 10. Le premier lien créatif, septembre 2012. Et donc, 40 numéros plus tard, on fête nos 10 ans. L'idée du lien créatif, elle était simple. Moi, j'avais déjà écrit La vannerie sauvage. Et c'est très frustrant d'écrire un livre parce que une fois que tu as mis le point final, c'est difficile de revenir dessus. Peut-être à l'occasion d'une réédition comme ça, mais tu peux pas rajouter beaucoup de pages. Et je me rendais compte après... Moi, j'ai commencé la vannerie, j'avais 20 ans, donc en 1975, je me rendais compte à quel point c'était une discipline qui était beaucoup plus riche méritait beaucoup plus qu'un simple livre. C'est pour ça que j'ai eu envie de faire cette revue. Et là, j'ai sollicité toutes les personnes que je connaissais qui s'intéressaient à la vannerie, dont Babette. Tu vas nous rappeler comment t'es venu, parce que moi, voilà. Je dis toujours que j'écris des livres parce que j'ai pas de mémoire, donc j'aime bien que tes copains me rafraîchissent la mémoire. Je me rappelle, quand j'ai dépassé cette porte, d'avoir vu tous les paniers. Et alors, j'avais déjà fait j'étais déjà baignée dedans avec mon papa, mais c'est vrai que là, ce qui m'a impressionné, c'est de voir toute la diversité des paniers différents. Je pensais pas qu'il y avait autant de paniers possibles, des formes aussi différentes. Et puis je me rappelle que je t'ai demandé si tu enseignais la vannerie, puis je me rappelle que tu m'avais dit je vais sans doute probablement faire un stage avec des amis. Et puis je crois que je t'ai recontacté pour te dire au fait c'est quand le stage? C'est pas c'est parce que je crois que non, tu t'étais dit oui c'est vrai. C'est vrai, je devais faire un stage. Et puis c'est comme ça je suis revenue, puis de fil en aiguille moi ça c'est devenu très vite une passion. Et puis aussi cette envie comme toi de découvrir plein de vanneries différentes. Puis avoir l'envie de le retransmettre surtout. C'est pas de vivre de faire des paniers. C'est vraiment l'envie de glaner des savoirs et de les retransmettre pour pas que cet artisanat se perde. Moi, j'ai toujours eu, dès le début, quand j'ai appris la vannerie chez un vieux monsieur qui faisait du noisier et de la paille ronce, tu vois. Mais j'ai appris le noisier, j'ai fait mon premier panier avec lui, et de suite j'ai eu envie d'autres matériaux, du châtaignier. Il savait pas, donc je suis parti en recherche, tout en continuant de travailler avec lui parce que j'ai passé 2 ans avec lui, fabuleux. Il m'a appris des tas de choses. C'est grâce à lui que j'ai fait les meubles de la maison, que j'ai fait tout ça. Franchement, il m'a appris qu'on pouvait toucher à tout. Quand on avait un petit peu d'adresse et de goût, on pouvait toucher à tout. Et voilà, moi j'avais vraiment cette curiosité. J'avais aucune envie de me spécialiser. Je sais qu'en France, les gens aiment bien les spécialistes, ils aiment pas les touche à tout, mais moi je suis vraiment un touche à tout. Ça dérange, mais oui, parce que cette impression que si on se spécialise pas, on n'excelle pas forcément dans le domaine, alors que c'est pas forcément vrai, parce que c'est transversal entre le travail du bois, la vannerie. Oui, mais ça va ensemble. Il y a des liens proches. Oui, ça va ensemble. C'est un tout, la vie est un tout. C'est en cela d'ailleurs que le métier d'agriculteur, de paysan, pas d'agriculteur, de paysan, fils d'agriculteur devenu paysan m'a plu, parce que c'est une activité qui me permettait de toucher à tout, à la fois d'être avec des bêtes, travailler avec des bêtes, faire du bois, faire tout ce qu'on avait besoin pour vivre. Je sais pas pourquoi l'autonomie m'a toujours branché. Enfin, je sais pourquoi, parce que mon père et mon grand-père m'ont toujours mis ça dans la tête.
C'était un discours qu'ils avaient et qui me disait voilà, si tu veux être libre et indépendant, penser ce que tu veux, ben, il faut que tu sois autonome le plus possible. On l'est jamais complètement. L'idée c'est pas d'être en autarcie. Et la vannerie dans ce domaine-là, elle est juste fabuleuse, quoi. C'est une discipline qui se pratique comme au temps les plus reculés de la naissance de l'espèce humaine, juste avec un seul outil, le couteau. Bah oui, juste avec un couteau. C'est fabuleux. Tu prends ta ressource autour de chez toi, c'est une discipline très opportuniste, dans le bon sens du terme, pas opportuniste pour profiter ou pour exploiter une ressource, opportuniste dans le sens où tu as autour de chez toi tout ce qu'il te faut pour travailler. Et les anciens pratiquaient la vannerie sauvage sans le savoir. Ce qu'on appelait la vannerie sauvage, ce qu'on appelle aujourd'hui la vannerie sauvage, c'est ça. C'est d'aller récolter autour de chez soi, de profiter des matériaux qui sont présents et de les mettre en œuvre. Avec des moyens hyper simples, surtout pas d'électricité, pas d'énergie qui appauvrissent la planète au fur et à mesure que tu pratiques ton activité. Pour moi, qui avait un cursus de naturaliste et qui baignait très tôt dans la protection de l'environnement, c'est quelque chose qui me convenait parfaitement. Je crois qu'il y a un truc super important dans la vannerie sauvage. Moi, ce qui me plaît par-dessus tout, et puis c'est aussi toute mon histoire, pas qu'avec la vannerie, c'est la glane, c'est la récolte, c'est la cueillette. Moi, je prends un pied pas possible à récolter. Je peux passer des heures et tu vois, tout ce que j'ai ramené comme clématite pour faire ouais, voilà, c'est vraiment, c'est l'instinct cueilleur-chasseur, quoi. Et je suis obligé de me contrôler, je suis obligé de me raisonner, de me dire là, faut que j'arrête, c'est comme les champignons. Je préfère la diversité à trop de sophistication. Ça, c'est très clair. Très clair. Maintenant, j'aime bien que les paniers soient bien faits, qu'il y ait une certaine esthétique, mais en gardant ce côté rustique. C'est mon côté paysan, je pense. Par rapport au glanage, juste, c'est vrai que moi je crois que c'est aussi la raison pour laquelle j'ai toujours été plus attirée par la vannerie paysanne. Parce que justement, c'est cette dimension. C'est le fait d'aller chercher les végétaux que t'as à proximité de chez toi. Et je trouve en allant glaner différentes techniques, tu te rends compte que, tu peux aller aujourd'hui, je me sens en tout cas capable d'aller dans n'importe quel type de milieu et de récolter, des plantes et d'arriver à faire quelque chose avec. Puis c'est ça qui est assez chouette. Aller dans notre environnement proche pour trouver ce dont on a besoin, c'est quelque chose de fabuleux. C'est une immersion dans la nature c'est nos racines qui sont là, quoi. Donc moi, c'est quelque chose qui est vraiment viscéral. Ça veut dire que tu connais bien ton environnement. Et combien de fois, et encore aujourd'hui, tu t'émerveilles toujours de ce que tu trouves autour de chez toi. Aujourd'hui, je suis capable, selon tes centres d'intérêt et tout ça, on est tous capables de trouver des choses nouvelles à côté desquelles on est passé pendant des années sans les voir. Et que là, tout d'un coup, merveille des merveilles, on a des richesses autour de nous dont on ne s'occupe pas, qu'on méprise. Et ça a été cette révélation déjà avec l'ortie. Ça a été cette révélation avec toutes les plantes de compagnon végétal, l'ortie, le sureau, le pissenlit, le plantain. Toutes ces plantes qui étaient en abondance autour de la ferme et que les gens méprisaient. Et on les piétine, mais on n'en connaît pas l'usage. Moi, ça m'a toujours fasciné. Et je trouve ça fabuleux parce que c'est elles qui m'ont fait vivre. Toutes ces plantes que beaucoup de gens détruisent, maltraitent, c'est elles qui m'ont fait vivre. Et c'est à elles que je dois d'être ce que je suis devenu aujourd'hui. Donc voilà, c'est une espèce de... C'est belle sauvage. Ouais. Mais ça raconte une histoire aussi, la vannerie, du coup. Parce que oui. En fonction des plantes qui étaient utilisées complètement. Pour faire des paniers... Oui, après, il y a toute cette dimension sociale et humaine derrière la vannerie qui, moi, m'intéresse. En tant que naturaliste et militant pro-environnement, donc écolo, entre guillemets, j'ai souvent été confronté à une population de copains ou de connaissances écolos
qui voulait protéger l'environnement, mais en éloignant l'homme du milieu, voire en l'éliminant du milieu naturel, et qui voulait faire des réserves pour aller voir les petits oiseaux. Ça m'a toujours agacé cette attitude-là. Moi, j'ai toujours pensé et ce qui m'a toujours fait penser ça, c'est ce que j'ai vu, ce que j'ai découvert un petit peu partout, que tout le monde peut voir, c'est que tous les grands milieux naturels qu'on veut protéger aujourd'hui, que ce soit la montagne, les marais salants, les marais tout court et tout ça, ce sont des créations humaines. La bruyère, on va en bruyère faire de la vannerie, c'est juste tous ces milieux-là sont des créations du génie humain, et on voudrait les protéger en enlevant l'homme, et on se rend compte que dès qu'on enlève l'homme de ces milieux-là, ben, les milieux se referment et s'appauvrissent en termes de biodiversité. Et ça, cette dimension-là, c'est pour ça que très tôt je me suis intéressé plus à l'ethnozoologie qu'à la zoologie, à l'ethnobotanique plus qu'à la botanique, parce que cette dimension humaine était présente, et moi j'imagine pas, ça me déplaît pas, hein. Je vais souvent au Canada dans des milieux complètement perdus où il y a très peu de personnes qui y vivent, mais pour autant c'est pas une finalité pour moi. Ces personnes-là, oui, les techniques et les matériaux qu'ils utilisaient étaient plutôt méprisés parce que ils n'avaient pas de valeur économique. Et on a vite préféré dans les Pyrénées, par exemple, le cas entre le châtaignier et le noisetier. Le châtaignier avait une valeur économique. Le châtaignier était vendu à des vanniers dans les Landes pour faire les paniers. Le noisetier servait à faire les paniers comme la corbeille ou la cajole, des paniers utilitaires qui n'avaient soi-disant pas de valeur. On a une belle image en allant étudier la vannerie en Corse ou en Bretagne de ce qu'a pu être l'évolution de la vannerie et l'évolution de l'utilisation des matériaux par les vanniers, par la vannerie traditionnelle. Je suis à peu près convaincu, on n'aura jamais la certitude, enfin quoique peut-être qu'en fouillant dans les archives on arrivera à trouver les réponses, mais je suis convaincu qu'il y a seulement un siècle ou deux, en Bretagne on n'utilisait que des matériaux sauvages. Peut-être toi tu le sais, l'arrivée de l'osier est quand même relativement récente. Inversement, en Corse, on utilise toujours encore aujourd'hui, comme c'est pas un pays où l'osier pousse facilement, et ben la vannerie traditionnelle utilise les mêmes matériaux que ceux qu'elle utilisait il y a un siècle, enfin ouais, même depuis la nuit des temps, le myrte, le jonc, tu vois, la canne de Provence, parce que ce sont des matériaux qui sont là en abondance et qui sont gratuits, tout simplement gratuits, à la disposition de tout le monde. Mais en Bretagne, c'était la bourdaine. Et je suis convaincu que la bourdaine en Bretagne avait une importance capitale pour la vannerie, pas que, hein. D'autres endroits, il y a des petites zones en Bretagne où c'était plutôt l'orme, où c'était châtaignier aussi, voilà. Mais pas forcément l'osier. Et aujourd'hui, c'est devenu l'osier. Et je trouve ça fascinant d'étudier ça. La vannerie d'osier aussi a une histoire, et une histoire passionnante. Elle est liée aux gitans et aux gens du voyage. Ça, c'était avant qu'on mette en culture le saule osier. Et elle a cette histoire-là. Mais c'est vrai que à partir du moment où on en a fait une activité commerciale, mais on a perdu cette dimension et qu'on retrouve dans la vannerie sauvage. On reproche parfois aux liens créatifs de faire plus la part belle à la vannerie sauvage qu'à la vannerie académique d'osier. C'est un mauvais procès, je trouve, parce qu'on parle quand même beaucoup d'osier et on fait très attention dans la revue, dans le lien créatif, d'avoir un équilibre entre tous les acteurs, toutes les techniques et tous les matériaux. Alors c'est pas facile, mais à chaque fois, je sais que c'est toujours un challenge d'avoir autant de vanniers que de vannières, autant de jeunes vanniers que d'anciens et que de papis, autant de professionnels que d'amateurs. Pourtant, on y est très très vigilant. Et quand même, tous les cours de vannerie, par exemple, tout ça, ça tourne autour de ce que fait Jean-François Ballandras, ce qui est fabuleux. Ça tourne autour de l'osier. Donc après, l'osier n'a pas cette dimension culturelle forte que peut avoir la vannerie sauvage. C'est vrai que cette dimension,
c'est tout notre patrimoine qu'on retrouve à travers ces paniers rustiques, parce que chaque région avait son panier, avait sa forme. Le tistail pyrénéen, cette corbeille sur le principe du tistail pyrénéen, elle est faite en noisetier, elle sera différente d'une corbeille en noisetier faite dans les Ardennes. La cajole, elle est unique. La cajole, c'est un panier fabuleux que j'ai découvert en arrivant ici. Un paysan chez qui j'allais travailler qui m'a demandé de refaire cet objet-là. C'est un panier hyper fonctionnel et rationnel qui sert à cueillir les fruits dans les arbres de plein vent. Elle descend toute seule à travers les branches sans se renverser et elle permet d'éviter les accidents des gens qui tombent de l'arbre. Tous les ans, il y a des gens qui se retrouvent en fauteuil roulant, voire au cimetière parce qu'ils tombent d'une échelle ou d'un arbre parce qu'ils n'ont pas les mains libres. Avec ce panier, on a les mains libres. La vannerie a quand même un gros inconvénient, la vannerie traditionnelle en plus que la vannerie académique, c'est qu'elle demande énormément de temps. La leveuse qu'on a derrière nous, c'est 3 jours de travail de tressage à 2 personnes à temps plein, 6 heures par jour au moins, plus au moins une journée et demie de récolte. Un panier comme celui-ci qu'on a fait avec Pavette là, sur le travail des lattes, sur le principe du panier limousin, 3 jours. c'est 2 à 3 jours de boulot. Donc un professionnel peut pas y retrouver son compte, bien évidemment. À côté de ça, c'est super important de garder cette technique parce que si on la perd, c'est toute une partie de notre savoir-faire qui va disparaître. Disparaîtra pas complètement. Par expérience, je sais qu'on peut retrouver des savoirs très anciens. On travaille avec Kim, que tu connais, sur des techniques archéologiques. On arrive avec d'autres copains archéologues, on arrive à retrouver des techniques, à reconstituer des techniques très anciennes. Pour autant, ce qu'on perd, c'est les tours de main, les rapidités d'exécution, les petits trucs, les petites astuces. Ça, on le perd complètement. On est capable de reconstituer une technique en observant l'objet fini ou l'artefact qui reste. Des fois, c'est juste des traces dans de la boue. Mais on n'aura jamais le tour de main ni toutes les histoires qui ont été racontées autour de cet objet-là. Parmi les compliments qui me touchent le plus, qu'on nous fait sur le lien créatif, on nous dit très souvent que la revue est une revue inspirante. Et les jeunes et les moins jeunes, grâce à la revue, à travers la revue, découvrent de nouvelles techniques, de nouveaux modèles de panier. Ça, c'est très chouette et c'est très important pour moi, pour toute l'équipe. Le but, c'est vraiment de faire la part belle à la créativité des jeunes vanniers qui des fois ont 40, 50 ans, parce que les vanniers qui font l'école de faille vidéo, il n'y a pas que des gamins de 20 ans, c'est ça qui est intéressant aussi. Ils peuvent en avoir 30, 40 ou 50. Oui, il y a toute une créativité aujourd'hui en France qui permet aux vanniers de vivre de leur art, alors que s'ils faisaient que de l'utilitaire, ça fonctionnerait pas. C'est juste passionnant de voir à quel point 10 ans après, 10 ans, ça fait 40 numéros fois 60 pages. Je vous laisse calculer 2400 pages. Il y a sans doute quelques doublons là-dedans, mais c'est une véritable encyclopédie de la vannerie. Et voilà, je crois que c'est quelque chose de précieux, ça restera. Pour la petite histoire, il faut savoir qu'il n'a jamais existé d'autre revue de vannerie que celle-ci. Le lien créatif a tenu 10 ans, voilà, je sais pas si on tiendra 10 ans de plus, mais j'espère. Pas forcément sous cette forme de trimestriel, mais voilà. On va tout faire pour que l'aventure perdure et soit reprise. Il faut du renouveau. Hein, Babette? À ton tour. Babette, jeune vannière, éducatrice. Écrivaine. Elle a tout le profil. C'est vrai, 2 livres. C'est ça. Comme l'a dit Bernard tout à l'heure, moi je me considère pas comme une vannière professionnelle. Je suis plutôt une glaneuse de savoir en vannerie et que j'essaye de retransmettre via les stages.
Et parce que je crois que le travail manuel me plaît beaucoup, mais c'est aussi cette porte d'entrée sur l'environnement. Et c'est pour ça que je couple ça avec mon métier d'éducatrice nature, parce que je trouve que c'est une belle façon de mettre à l'honneur le végétal, et pour tout public, aussi bien pour les enfants que pour les adultes. Et donc ça, je pense que si demain on me dit, bah tiens, est-ce que ça te dit de faire de la vannerie et de faire uniquement que ça et de vendre ta production? Non, c'est pas, ça me plairait pas, je pense. Ce qui me plaît, c'est vraiment de transmettre ces savoirs. Et ça m'intéresse pas, la production. C'est pas ça qui me plaît. Je perçois vraiment la vannerie, oui, comme un outil pédagogique pour une porte d'entrée vers l'environnement, sensibiliser à l'environnement. Et comme tu disais tout à l'heure aussi, Bernard, c'est que on a tout on a tout à disposition, quoi, la matière. C'est ça qui est chouette en vannerie. Et puis on peut proposer des choses assez simples. On peut facilement réaliser des choses, un contenant rapidement. C'est ça qui est chouette, c'est accessible à tout le monde. Alors après, quand on part sur des choses plus complexes, oui, bon là, c'est autre chose, mais quelqu'un qui n'a jamais touché à la vannerie peut très rapidement en faire. Je crois que c'est ça qui me plaît aussi. Et les enfants, les premiers. Les matériaux aussi, Bernard, tu voulais parler? Les différents matériaux. Oui, sur les matériaux. C'est tout un monde à découvrir, les matériaux. Et depuis le temps qu'on travaille dans cette discipline de l'entrelac, et avant le lien créatif pour la vannerie sauvage, moi je me suis rendu compte que beaucoup de matériaux étaient dans les bouquins listés, mais jamais on voyait de panier fait avec, par exemple, la clématite. Et la clématite, ça a été, pour moi, c'est une découverte comme d'autres matériaux, comme la viande, comme le troène, comme tout ça. J'ai trouvé des écrits sur le troène utilisé par les sociétés préhistoriques à Charavine ou Chavarine, je sais plus, Charavine, je crois, dans les Alpes. Et sans jamais voir de panier fait avec ce matériau-là. Et moi, j'en ai fait. Et du coup, j'ai trouvé, c'est fabuleux, c'est une matériau fabuleux. La clématite, là, qu'on est en train de tresser, avec laquelle on a fait la leveuse derrière, ça te donne des paniers d'une solidité incroyable. Tu peux monter dessus, ouais, c'est juste fabuleux. Et puis, ce qui est intéressant, quand on pratique comme ça, ce qui est excitant pour nous, c'est de découvrir comment le travailler. Parce que, donc, voilà, tu sais que la clématite a servi autrefois à faire des paniers, mais tu sais pas comment. Ben, le temps d'arriver à comprendre que les nœuds sont des passages difficiles, qu'il faut fendre la clématite en deux pour pouvoir faire les retours sur la bordure haute, etc., etc. C'est tout un travail d'investigation qui est juste passionnant. Et je peux pas dire que ce soit une des missions, parce que bon, on n'est pas là pour s'imposer des missions, mais c'est quand même l'un des enjeux aussi du travail du lien créatif, c'est de mettre en mémoire ces savoir-faire, parce que c'est des paniers qu'on va retrouver dans les musées, mais on saura plus comment les faire, on saura plus avec quoi ils sont faits, on saura plus voilà quelles sont les spécificités d'un Limousin par rapport à un Périgourdin, par rapport à un panier du Perche ou un autre de la région de Grenoble. Et ça, je pense, c'est super important. Mais pour ça, effectivement, il faut maîtriser la technique, et il faut en faire plusieurs. Un ne suffit pas. Je suis désolé. Ok. Alors, après, voilà. C'est pas des plus simples, celui-là. C'est pas des plus simples. Eh ben, tu connais le Mayen? Oui. À côté de chez toi? Oui. Ben, c'est le même en plus dur. C'est le même en plus dur. Je suis prête, ça. T'es prête, voilà. Ben, la prochaine fois que tu reviens, on fait un Mayen. D'accord. Le lien créatif, ça fait 10 ans d'aventure géniale et grandiose. C'est pas toujours facile, comme toute aventure économique aujourd'hui, avec des hauts, avec des bas. Une équipe fabuleuse, très disponible, très efficace, et voilà, la vie continue. Oui, n'hésitez pas, vous le faites déjà, hein, amis vannières, mais continuez de nous envoyer vos modèles préférés, vos pas à pas,
vos réalisations qui nous montrent que vous avez du talent, vos courriers de lecteurs qui sont précieux parce que voilà, avec les encouragements ou avec les critiques, c'est comme ça effectivement qu'on réfléchit à faire évoluer le lien créatif. On est prêt à travailler avec vous et on est très très preneur d'échanges et de participation de tous pour construire cette revue qui est et qui reste unique. Babette, un petit mot de conclusion. Un petit mot de conclusion. Vivement les vacances. Vivement que je termine mon panier. Si j'avais su, je serais pas venu. L'année prochaine, je contribuerai plus au lien créatif. L'année prochaine, c'est 2020, c'est combien? Ah non, cette année. Cette année. Bien. Voilà ma conclusion. On sera au numéro 40. Vous allez bientôt le recevoir dans vos boîtes aux lettres. Voilà, c'est un numéro un petit peu exceptionnel. Beaucoup d'émotions parce que combien de personnes auraient parié que 10 ans après le lancement de cette revue, on serait toujours là? Très peu. Moi, le premier d'ailleurs. Hein. Je jette la pierre à personne. C'est vrai que c'était une aventure risquée et voilà, un petit peu folle. Mais je crois qu'il y a que les fous qui s'amusent dans la vie, donc on va continuer comme ça. Allez, on ose. C'est toute une épreuve. Un tour, 2 tours. J'ai révisé, hein, je vous rassure. Alors, c'est un matériel qui manque un petit peu de souplesse. Ouais, merveilleux. Et ben voilà, je pensais mourir sans mettre de cravate, et ben non seulement je ne suis pas mort, mais en plus j'ai